Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous avons aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque c'est une interview de Christian Echen, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée, que nous allons interviewer et qui va nous parler du congrès qui s'est tenu récemment à Grenoble, congrès de l'Association internationale de la libre pensée. Donc, Christian Echen est bien avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, donc cette chronique va être diffusée en différé, elle est enregistrée quelques jours à l'avance, et c'est une chronique dans laquelle j'ai été sollicité pour venir donner un certain nombre d'informations sur ce congrès de Grenoble, qui, je pense, est quelque chose de très très important dans la bataille à laquelle s'engagent la FNLP et les organisations de libres penseurs à travers le monde entier, dans une situation qui n'est pas n'importe laquelle, je dirais qui d'une certaine façon est ordonnée un petit peu par le texte que tu avais rédigé il y a déjà plusieurs mois, la marche vers la guerre. Christian. Oui, et bien puisque vous me tendez la perche, comme on dit dans les studios de radio, l'Association internationale de la libre pensée est une association internationale, comme son nom l'indique, qui a été reconstituée en fait en août 2011 à Oslo, en Norvège, dans un contexte un peu particulier, puisque 2 jours avant notre congrès en Norvège, il y avait eu la grande vague d'attentats avec des dizaines et des dizaines de morts faits par quelqu'un d'extrême droite. Il y a toujours eu une internationale de la libre pensée depuis, on va dire, les années 1880, parce que la laïcité, c'est un problème national dans sa forme, mais international dans son contenu. Et la question de la séparation des églises et de l'État est quelque chose qui s'est posé et qui se pose dans tous les pays. Et quelles que soient les cultures ou religions dominantes dans ces pays. Pour mémoire, et c'est l'action que nous menons, le premier pays qui a fait la séparation, ce sont les États-Unis, en 1789, à travers le premier amendement de la Constitution, qui a érigé un mur de séparation entre les églises et l'État. Et donc c'est la première fois que juridiquement la séparation a eu lieu. Alors a lieu ensuite en France quelque temps en 1795, puis après en France dans la Commune, et puis définitivement en 1905. Ce qui est intéressant dans l'analyse que nous faisons de ce problème international, c'est que aux États-Unis, par exemple, qui a été la première séparation, la séparation est conçue comme une protection des religions de l'action de l'État. Parce que les États-Unis sont un pays de migration et d'immigration, et ceux qui vont aux États-Unis au XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont essentiellement des minorités religieuses qui sont opprimées dans leur pays. Donc c'est une séparation qui protège les religions de l'État. À la grande différence de la France, où la séparation protège l'État des religions. Mais c'est un peu quand même les mêmes principes et les mêmes ingrédients juridiques. Le deuxième pays qui a fait la séparation des églises et de l'État, réellement, c'est le Mexique en 1857. Les États-Unis sont, comme vous le savez, un pays majoritairement protestant. Le Mexique est un pays majoritairement catholique. Le troisième pays qui fera la séparation, c'est la France, avec les étapes que je vous ai indiquées tout à l'heure, et qui est un pays, à cette époque, heureusement que ça a changé, majoritairement catholique. Le quatrième pays qui va faire la séparation des églises et des États, c'est la Russie soviétique de Lénine, qui en 1918, sur le modèle de la loi de 1905 française, va séparer l'église orthodoxe, parce que c'est la seule église qui existe là-bas, et l'État. Il y a des éléments de séparation des églises et de l'État en 1937 en Turquie, avec une laïcité un peu particulière, plutôt autoritaire, et ce mouvement s'est engagé dans tous les pays du monde, et on peut dire qu'une majorité de constitutions
dans les pays s'inspirent plus ou moins des éléments de séparation. Récemment, les 2 derniers pays qui ont décrété la séparation des églises et de l'État, c'est le Népal, qui est un pays bouddhiste, et la Bolivie, qui est plutôt un pays, on va dire, animiste, païen, polythéiste. Ce qui veut dire que cette notion de liberté de conscience, de tolérance organisée, s'applique dans tous les pays et pour toutes les religions et pour toutes les cultures. C'est vraiment une aspiration universelle. Merci Christian, c'était des points extrêmement importants parce que, surtout sur la fin de ton propos, c'est des aspects qui sont certainement méconnus et donc c'était très très bien de les repréciser. Alors, on en arrive maintenant à la forme organisée au plan international pour les libres penseurs, l'association internationale. Tu as rappelé sa fondation à Oslo. Cette association a déjà tenu plusieurs congrès mondiaux et cette année, donc, c'était à Grenoble, avec, j'imagine, une représentation d'un nombre important de libres penseurs de différents pays et des travaux qui ont dû être particulièrement studieux. Oui, c'était vraiment un congrès international. Il y avait des gens en direct ou en visio, comme on fait un peu maintenant, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, de plein de pays d'Europe, d'Asie et tout ça. Les 2 thèmes de ce congrès, c'était le combat pour rendre justice et obtenir réparation pour les victimes des crimes sexuels des clergés dans les différents pays. Donc nous avons bien traité ça. Nous avons donc reçu dans notre congrès des représentants d'associations des victimes du clergé qu'on puisse s'exprimer tout à fait librement, sans aucun problème et en toute amitié. On a même reçu la présence d'une personne de Lyon qui a été exorcisée contre sa volonté récemment. Vous vous rendez compte, on en est encore à Lyon au Moyen-Âge, en tout cas peut-être pas qu'à Lyon, mais dans l'église, à exorciser des gens. Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Donc ça, c'était un des thèmes globaux, justice et réparation pour les victimes des clergés. Le deuxième thème, c'était commencer à réfléchir à une action internationale de solidarité et d'entraide entre libres penseurs dans le monde entier et aussi bien sûr militants de la laïcité quand ils sont victimes de la répression, de l'oppression, de la misère. Et nous avons commencé à réfléchir à tout ça. Nous avions d'ailleurs dans notre congrès un représentant de l'association Solidarité Laïque, qui est aussi une association internationale qui s'occupe de ça, qui nous a expliqué, qui nous a apporté quelques lumières en la matière. Donc de ce point de vue-là, ça a été très riche. C'était à la fois justice et puis l'entraide entre libres penseurs. Ok. Alors, pour maintenant, donc, des travaux de ce congrès international ont produit un certain nombre de textes qui sont, alors notamment une déclaration internationale, et qui sont, donc ces textes sont les uns après les autres publiés sur le site de la Fédération nationale, mais tu peux peut-être revenir sur, finalement, ces aspects du bilan, finalement, des travaux de ce congrès. Alors, nous avons effectivement adopté plusieurs textes importants après débat. Une déclaration internationale qui maintient, on va dire, le cap sur les campagnes traditionnelles de la libre pensée, campagnes que nous avions décidées, il y en a 3 ou 4, à Oslo en 2011. Premièrement, le combat international pour la séparation des églises de l'État, c'est-à-dire la défendre là où ça existe et où elle est remise en cause, et l'obtenir là où elle n'existe pas. La deuxième campagne, qui a été décidée, c'est contre le financement public des religions. Et ça se pose dans tous les pays. En France, on sait que, par exemple, rien que dans le domaine de l'enseignement privé, qui est à 95% catholique, l'État et les collectivités publiques versent plus de 12 milliards par an à l'Église catholique et à ses œuvres. Et la troisième campagne que nous menons, c'est la campagne pour rendre justice
aux victimes de l'Église. Donc la déclaration internationale et la résolution, sous des aspects différents, traitent justement de cette question et à l'appel à la mobilisation. C'est quelque chose d'important parce que nous avons, nous, Association internationale de la libre pensée, une représentation à l'ONU, notamment dans la Commission des droits de l'homme, au Bureau international du travail, et nous sommes en train de discuter avec le Conseil de l'Europe pour aussi avoir une représentation. Et nous intervenons régulièrement sur un certain nombre de cas, sur un certain nombre de problèmes. Alors c'est l'ONU, hein, c'est une grande machine, mais ça permet quand même de faire entendre la voix des libres penseurs dans des cénacles où jusqu'à présent ça n'était pas le cas. Donc ça, c'est une question qui est importante. Nous avons aussi pris d'autres résolutions. Une résolution une motion sur la libération d'Azat Mikafox, excusez-moi, je prononce mal, mais qui est un mathématicien anarchiste russe qui est réprimé en Russie par Poutine et qui est emprisonné, et dès qu'il est libérable, il réemprisonne. Nous avons fait aussi une motion, une résolution avec un débat sur Francisco Ferrer, parce que nos camarades espagnols d'Europa Laica et de la fédération Francisco Ferrer agissent pour l'annulation de la sentence qui a été prononcée en 1909 contre Francisco Ferrer et qui l'a conduit à être fusillé à Barcelone dans les fossés de Montjuïc. Il a été accusé à tort, ça a été démontré d'ailleurs, qu'il aurait fait partie d'une sorte de semaine sanglante terroriste, et il a été condamné à mort et fusillé. En fait, le véritable problème, c'est que, pour la monarchie, c'est qu'il était franc-maçon, libre penseur, anarchiste, et qu'il avait mis en place ce qu'on appelle l'école moderne, qui était une école laïque, pas publique bien évidemment, parce que c'était la monarchie, mais privée, et donc ça ne plaisait pas. Et la troisième motion qu'on a discutée, adoptée, c'est sur la question de la Palestine, pour condamner internationalement le génocide qui se passe en Palestine. C'est important parce que ces motions sont en fait des mandats qui sont donnés aux représentations de la ILP dans les structures internationales, et nous sommes en train de voir comment interpeller le gouvernement russe sur le cas d'Azat pour faire une pression pour le faire libérer. Et sur Francisco Ferrer, nous allons soutenir et participer pour l'annulation de la sentence. Alors, bien évidemment, ça ne changera rien au sort particulier de Francisco Ferrer qui a été fusillé, malheureusement, mais ça a une importance en Espagne, parce que l'Espagne est à peine, si on peut dire, sortie du franquisme, et tout problème des crimes de la réaction est quelque chose d'extrêmement sensible, et obtenir la réhabilitation ou l'annulation de la sanction de Francisco Ferrer, ça a un peu le même sens que ce que nous faisons en France pour la réhabilitation des 639 fusillés, pour l'exemple. Et c'est très prégnant parce que si on réhabilite ceux qui ont dit non à la guerre, on permet à ceux qui risquent d'être mobilisés, et c'est pas une hypothèse d'école, dans la guerre et les conflits, de pouvoir dire non. C'est d'ailleurs pour ça que les militaires, l'Église, les gouvernements, quelle que soit leur couleur, sont contre la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, parce que ça donnerait une sorte de blanc-seing à tous ceux qui refuseraient de s'engager dans la guerre. D'accord. Et au moment où les directives arrivent, notamment dans les centres de France Travail, pour donner la priorité à recruter les jeunes pour l'armée et la police, ça prend un sens, un relief tout à fait particulier. Tout à fait. Voilà. Juste une petite parenthèse au sujet de Francisco Ferrer. C'est un nom qui apparaît dans les archives de Périgueux, puisqu'il y a eu un débat à un moment donné au conseil municipal. Il y avait eu une proposition pour nommer une des rues de Périgueux, rue Francisco Ferrer, et le cléricalisme a réussi à imposer le nom de la rue Saint-Front, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Voilà. Donc, mais c'est peut-être quelque chose qui pourra être proposé. On verra bien ça bientôt. Voilà. Alors, pour donc poursuivre cette interview
Euh, bon, on aura, je l'annonce tout de suite à nos auditrices auditeurs, une autre interview de ta part, de Christian, sur le colloque qui s'est tenu à Lyon, donc sur la question précise des crimes sexuels de l'Église et la manière dont les victimes se sont organisées et comment on a engagé avec ces victimes tout un travail de là aussi pour à la défense de leurs droits. Et je crois qu'au fil des mois, on a constaté comment il y avait une omerta extrêmement importante qui s'était développée. Alors, maintenant, la dernière question qu'on peut peut-être traiter, ces travaux qui sont extrêmement importants, dont tu viens de parler, les groupes, les fédérations, bien sûr, de libres penseurs dans différents pays peuvent s'en saisir. Et au niveau local, là aussi, est-ce qu'il y a eu une réflexion ou est-ce que tu as une réflexion sur la manière dont on pourrait s'en saisir et prendre des initiatives pour que ce congrès ne soit pas suspendu en l'air comme quelque chose de très lointain, mais qui a un impact direct sur les activités que peuvent mener les libres penseurs organisés à la FNLP, par exemple? Eh bien, déjà, oui, bien sûr. De toute manière, les gens, en général, sont globalement sensibles à tous les problèmes internationaux, parce qu'ils comprennent bien que le coup du petit village gaulois, encerclé par l'envahisseur romain, c'est amusant dans Astérix, mais ça limite tout est lié de ce point de vue-là. Je lisais récemment un livre sur l'histoire de la première internationale, qui est très intéressant, qui est fait par Cornillo, et qui explique quelque chose, c'est que quand naît la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, c'est dans une période historique où partout se constituent des structures internationales, comme par exemple la Croix-Rouge ou la Ligue pour la paix. Et c'est très bien expliqué que c'est parce que il y a un mouvement d'internationalisation et de mondialisation. Et c'est dans ce cadre-là que dans la même période, va se constituer la première internationale de la libre pensée, qui aura beaucoup de points communs d'ailleurs avec la première internationale de Marx et de Bakounine. Donc c'est important de populariser, d'informer sur ce problème international, parce que personne ne peut penser raisonnablement qu'on peut s'en sortir dans son pays tout seul, indépendamment des autres. Et d'ailleurs, si on pensait ça, on aurait Donald Trump qui nous expliquerait et qui nous convaincrait, d'ailleurs d'un certain point de vue, exactement du contraire. Donc ce qui serait souhaitable, c'est que les fédérations diffusent largement autour d'elles les motions, les déclarations qu'on a adoptées, parce que, par exemple, sur la question de l'entraide entre libres penseurs et laïcs, nous réfléchissons à mettre en place une sorte de, ça parlera aux militants qui ont un peu d'ancienneté, un secours rouge et noir international, c'est-à-dire de solidarité et d'entraide, de manière on sait bien que c'est l'action internationale qui souvent permet de préserver les militants, ceux qui participent au combat pour la liberté de conscience, de la répression. Donc on réfléchit à ça, et donc c'est très important de le diffuser, parce que bien évidemment après, si vous menez une action internationale, il faut avoir les moyens, notamment financiers, pour la mener, parce que si vous n'avez pas les moyens financiers, ça reste un vœu pieux. Donc il nous semble important que les fédérations de la libre pensée s'occupent de ça et prennent ça en charge, parce qu'il y a une demande, il y a un intérêt auprès d'un certain nombre de gens, parce que les problèmes internationaux sont les problèmes de tout le monde. Et sur la question de l'entraide, par exemple, pour vous montrer l'internationalisation des problèmes et le fait que ce qui se passe dans d'autres pays peut nous aider, nous avons cité et nous avons débattu dans ce congrès notamment de ce que faisait au XIXe siècle les chevaliers du travail. La chevalerie du travail, c'était une organisation paramaçonnique et proto-syndicale qui organisait les ouvriers pour résister, toutes catégories confondues. Et la chevalerie du travail a irrigué ce
qu'on appelait les IWW, les International Workers of the World, qui était un syndicalisme américain interprofessionnel réunissant toutes les catégories, contrairement à l'American Federation of Labor, qui ne regroupait que les ouvriers qualifiés, et pas les Indiens, pas les Noirs, pas les Chinois, rien. Donc, et leur devise était, qui est devenue une devise qui me semble importante, le tort fait à l'un d'entre nous est un tort fait à tout le monde. Eh bien, c'est ça que nous allons reprendre comme idée dans cette action internationale d'entraide. Le tort fait à l'un d'entre nous est un tort fait à tout le monde. Et donc, il s'agit, comme pour Azad par exemple, de gagner sur un cas, parce que si vous gagnez sur un cas, vous gagnez sur une cause. Évidemment. Et effectivement, on a beaucoup d'autres cas qu'on pourrait sortir parce que la répression s'exerce dans de très nombreux pays. Je voyais récemment là, comment aux États-Unis, les militants sont face à une situation amenée par le Trumpisme qui met tout militant ouvrier finalement en danger. Voilà. Je reviens un instant avant qu'on conclue cette interview avec, je ne sais pas si tu as pu faire un choix de chansons pour illustrer musicalement cette interview, mais tu as parlé bien sûr de la question de la guerre, de la guerre qui vient, pour reprendre le titre d'un texte que tu as écrit il y a déjà fort longtemps, et c'est un texte très prémonitoire. La chronique que j'ai fait lundi 27, donc c'est tout récent, lundi 27 octobre, je suis parti de la déclaration absolument sidérante de la ministre Amélie de Montchalin qui, sur la chaîne Télématin, sort tranquillement, on a besoin de militaires, on a besoin de policiers, on a besoin de gendarmes, mais par ailleurs, on a trop d'enseignants. C'est absolument... l'expression d'une marche vers la barbarie. La guerre contre l'apprentissage des savoirs, c'est un signe universel de la marche vers la barbarie et qui doit effectivement qui justifie le fait que la libre pensée se soit mobilisée et appelée à participer au meeting du 5 octobre à Paris et que dans les jours, les mois qui viennent, je pense que ce travail va continuer. Bon, tu l'as cité sur la question de la Palestine, mais bien évidemment, cette question concerne bien d'autres endroits. Voilà. Donc, je te propose une conclusion que tu peux adapter en fonction du choix éventuel que tu as pu faire sur le plan musical pour cette chronique. Sur le choix musical, je pense que l'international serait, par rapport à la discussion que nous avons, comment dirais-je, un excellent choix. On n'a pas écrit de textes et de chansons aussi belles depuis longtemps et ça personnalise notre chose. Absolument d'accord. C'est pas original, mais c'est très efficace. Oui, c'est ça. Pour conclure, c'est à mon avis, et j'insiste là-dessus, important de bien marteler cette question. On n'est pas un petit village gaulois assiégé. Les problèmes qui se trouvent posés aux militants de la laïcité, aux libres penseurs en France, sont les problèmes de tout le monde. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous allons discuter pour le 120e anniversaire de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Il y a incontestablement une dérive autoritaire du gouvernement Macron, alors qu'il s'appuie sur tous les gouvernements précédents, qui consiste à remettre en cause les libertés fondamentales. Par exemple, une des libertés fondamentales qui permet et garantit la liberté de conscience, c'est la liberté d'association. Le fait que vous pouvez vous réunir avec un certain nombre de gens pour décider ce que vous voulez selon les règles que vous définissez. Il y a en France, encore juridiquement, théoriquement, 3 grandes lois qui organisent la liberté d'association. La loi de 1884 sur la liberté syndicale, la loi de 1901 sur la liberté d'association, qui est la loi la plus libérale qu'on puisse connaître et qui permet à tout le monde de se réunir pour les objectifs qui sont les siens, et la loi de 1905-1907 qui permet le libre exercice des cultes. Ce sont 3 lois différentes qui obéissent tous au même principe. C'est aux gens concernés de décider ce qu'ils font.
Et la dérive autoritaire du gouvernement, aujourd'hui, qui est manifestée par la loi séparatiste du 24 août 2021, c'est qu'il n'y aurait plus qu'un seul modèle sous l'autorité totale du gouvernement. Et par exemple, dans ce qu'on appelle les items de la loi séparatiste, il y a les 7 critères qui permettent d'avoir des salles municipales ou d'avoir des subventions publiques. Il y a un critère qui s'appelle promouvoir et défendre le maintien de l'ordre. Ce n'est pas aux associations de préconiser et d'organiser le maintien de l'ordre, sinon c'est une privatisation de la sécurité publique. De la même chose, on exige aujourd'hui, et nous refusons, que la libre pensée prenne la garantie et se prononce pour la défense de la laïcité. C'est un peu fort de café, c'est nous, la libre pensée, qu'avons fait les lois laïques, et qui nous demande de nous engager pour la laïcité, un gouvernement qui bafoue la laïcité tous les matins. Et cette dérive autoritaire, elle est commune en Europe, commune dans le monde entier. On voit bien que ce que fait Trump, c'est même d'une brutalité et d'une sauvagerie inouïe, c'est mettre en place un ordre totalitaire. Eh bien, discuter sur ce que fait l'Internationale de la libre pensée, discuter de nos textes, de nos résolutions, expliquer tout ça, c'est un moyen de résister à ce qui se passe et d'unifier les gens pour résister contre l'oppression. Merci Christian, parce que là je crois que c'était vraiment une très belle conclusion que tu faisais. Nous te retrouverons très prochainement dans une nouvelle interview sur un autre thème débattu dans le prolongement du congrès de Grenoble. Donc merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. Un soc de charrue
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive